Elle n'avait plus rien à perdre, ni sa mère, enterrée depuis ses 7 ans, ni l'amour de son père, entièrement consacré à la fille qu'il voulait vraiment. Seulement son nom, et même ça, sa famille était sur le point de le vendre. La maison Belgrave croulait sous les dettes. Une seule chose pouvait la sauver maintenant. Un mariage. Sa demi-sœur a eu le vicomte, le carrosse doré, les 4 chevaux gris assortis, resplendissants sous le soleil du matin. Mathilda a eu un étranger, un homme qu'on appelait simplement un intendant, un fermier d'un village dont personne n'avait jamais entendu parler. Le matin de son mariage, alors que 200 aristocrates se rassemblaient en soie et en cristal pour assister à la cérémonie, une charrette de fermier a franchi les grilles en cliquetant. De la boue sur les roues, de la poussière sur ses bottes, des chevaux de trait ordinaire tirant un marié que personne ne voulait reconnaître. Les rires ont commencé avant même qu'il ne descende. Sa belle-mère a dit que les chevaux de l'écurie méritaient mieux. Son propre père n'osait pas lever les yeux du sol. Seule Mathilda n'a pas ri. Elle a regardé une fois dans les yeux de l'homme que tout le monde avait déjà condamné. Et elle a vu quelque chose que personne n'avait pris la peine de remarquer. Pas de honte, pas la moindre trace. Elle a pris sa main. Elle est montée dans cette charrette boueuse, devant toutes les âmes venues assister à sa chute. Elle pensait épouser l'homme le plus pauvre d'Angleterre. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait devenir. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez. Et souvenez-vous, un homme d'apparence pauvre n'est pas toujours pauvre. Et une vie d'apparence riche n'est pas toujours heureuse. La maison Belgrave se dressait au bord des plus vertes collines du Kent. Ses murs de pierre étaient grisés par le temps. Ses fenêtres étaient assez hautes pour avaler la lumière du matin et ne jamais la rendre. Autrefois, les rires résonnaient dans ses couloirs. Maintenant, ils ne faisaient plus écho qu'aux dettes. Lady Matilda Kensington avait grandi au milieu de ces échos. Elle avait 22 ans. La fille aînée de Lord Benedict Kensington, née de sa première femme. Une dame nommée Eleanor, morte quand Matilda n'avait que 7 ans. Matilda se souvenait à peine du visage de sa mère maintenant, seulement de la chaleur de ses mains et de l'odeur de lavande qui s'accrochait encore, faiblement, à un vieux châle enfermé dans une malle dont personne d'autre ne se souvenait de l'existence. Après la mort d'Eleanor, Lord Benedict n'avait attendu que 2 ans avant de se remarier. Lady Vivian Kensington est arrivée à la maison Belgrave comme un changement de temps, soudain. Freude est impossible à ignorer. Elle a amené avec elle sa propre fille, une jeune fille nommée Violet, 3 ans plus jeune que Mathilda, avec des boucles dorées et un rire qui pouvait remplir n'importe quelle pièce où elle entrait. À partir de ce jour, la maison Belgrave avait 2 filles. Une seule d'entre elles a jamais été aimée. Mathilda a compris cela très tôt. Elle l'a compris comme un enfant comprend la pluie, sans qu'on ait besoin de le lui dire, simplement en restant dessous assez longtemps. Lady Viviane ne l'a jamais frappée. Elle n'en a jamais eu besoin. La négligence pouvait blesser aussi profondément que la cruauté. Et Viviane avait perfectionné l'art de regarder à travers sa belle-fille, comme si elle était un meuble qui avait survécu à son utilité. Violet a vite appris la leçon et l'a améliorée. Là où sa mère ignorait, Violet se moquait. Doucement au début, puis sans plus aucune douceur. Mathilda lit encore aux enfants pauvres du vicaire, disait Violette au dîner, en fronçant le nez, comme si les mots eux-mêmes sentaient la terre. On pourrait croire que nous n'avons pas les moyens d'avoir notre propre gouvernante, à l'avoir jouée à la charité. Lord Benedict ne la défendait jamais. Il était si absorbé par la fortune chancelante de la famille, une série d'investissements ferroviaires désastreux qui avaient vidé la maison Belgrave de presque tout sauf de son nom, que le bonheur de sa fille était devenu un luxe auquel il ne pouvait plus consacrer une pensée. Alors Mathilda a trouvé ses propres raisons de continuer à vivre doucement dans une maison qui avait cessé d'être douce avec elle. Elle se levait avant l'aube la plupart des matins, avant que la maison ne s'éveille, avant que la femme de chambre de Viviane ne commence à coiffer Violet pour l'engagement du jour. Elle parcourait le mille qui la séparait du village d'Ashford Green, avec un panier au bras. Il était rempli du pain qu'elle avait gardé de sa propre assiette, de pommades qu'elle avait appris à préparer auprès de la veuve du vieil apothicaire, et de livres qu'elle lisait à voix haute aux enfants qui ne pouvaient pas se payer une seule leçon. Elle avait appris à reconnaître une fièvre à la rougeur sur la pommette d'un enfant, à distinguer une toux passagère de celle qui persisterait et deviendrait dangereuse. Elle avait aussi appris à remettre en place un petit os, à recoudre une blessure superficielle, à s'asseoir au chevet d'une grand-mère mourante pendant les longues heures d'une nuit d'hiver, pour que la famille puisse dormir 1 heure ou 2
avant que les corvées du matin ne reprennent. Personne ne lui avait appris tout cela. Elle avait simplement cherché une utilité à ses deux mains, puisque la maison Belgrave n'en avait jamais trouvé. Les villageois l'appelaient la discrète de la grande maison, et ils le disaient avec plus d'affection que quiconque à la maison Belgrave n'avait jamais réussi à en montrer. « Vous avez une main plus douce que n'importe quel médecin passé par Ashford Green en 20 ans, lui dit la vieille Madame Fenwick un matin gris, en regardant Mathilda enveloppée d'un cataplasme, le poignet enflé d'un ouvrier agricole, avec des doigts rapides et prudents. « C'est un miracle que votre propre famille n'ait jamais remarqué ce qu'elle avait sous son toit. » « Ils ont remarqué Violet, dit simplement Mathilda en nouant le linge. Il n'y a de la place dans cette maison que pour une seule fille à la fois. Elle ne le disait pas avec amertume. À ce moment-là, c'était devenu un simple fait pour elle. Énoncé comme on pourrait remarquer que l'hiver suit l'automne. « Vous allez vous abîmer les mains, madame, » lui dit un jour la vieille Madame Fenwick, en regardant Mathilda s'agenouiller dans la boue près du lit d'un enfant malade. « Les mains d'une dame ne sont pas faites pour soigner. Alors je suppose que je ne suis pas vraiment une dame, répondit Mathilda. Et cela ne sonnait ni comme une plainte, ni comme de la fierté. Simplement comme un fait. Elle avait depuis longtemps cessé d'attendre que la maison Belgrave remarque sa bonté. Elle avait trouvé un autre endroit où la dépenser. Il y avait eu un temps, des années plus tôt, où elle espérait encore autre chose. Elle se souvenait, avec la clarté particulière des vieilles blessures, de l'hiver où elle était tombée malade. Une fièvre l'avait gardée au lit pendant près de 2 semaines. Lady Vivian ne lui avait rendu visite qu'une seule fois, brièvement. C'était pour lui dire que la nouvelle robe de bal de Violet était arrivée de Londres, et que la maisonnée ne pouvait pas se permettre de laisser une femme de chambre au chevet d'une invalide quand il y avait des essayages à faire. Mathilda avait 11 ans. Cet hiver-là, elle avait appris précisément combien de place elle occupait dans le cœur de sa belle-mère, et elle avait cessé d'en attendre plus depuis. Lord Benedict, de son côté, n'était pas un homme cruel par nature, seulement un homme distrait et diminué, usé par des registres qui refusaient de s'équilibrer et des investissements qui avaient englouti la fortune familiale. Il regardait parfois Mathilda à travers la table du dîner avec une expression qui aurait pu être de l'affection, avant qu'une nouvelle inquiétude sur les dettes du domaine ne détourne à nouveau son attention, comme toujours. C'était un mardi, au début de l'automne, que Lord Benedict convoqua sa famille au salon. Il annonça la nouvelle qui mettrait fin à une vie et en commencerait discrètement une autre. « Il y aura un double mariage », annonça-t-il, debout devant le foyer froid, avec la raideur d'un homme récitant des chiffres plutôt que le destin. Violet épousera le vicomte Victor Holloway avant la fin de l'année. Le cri de joie de Violette fit trembler la porcelaine sur la cheminée. Victor Holloway était l'héritier d'une des grandes fortunes bancaires d'Angleterre. Un homme dont le nom apparaissait dans tous les journaux mondains 2 fois par semaine, dont le sourire avait brisé plus de cœurs à travers 3 comtés que personne ne pouvait compter. « Et Mathilda, continua Lord Benedict, sans tout à fait croiser le regard de sa fille aînée, épousera un homme nommé Callum Robinson, un intendant et fermier d'une propriété près de Thornwick, dans le nord. » Le silence tomba sur la pièce comme un plateau qu'on laisse tomber. « Un fermier ?» répéta Lady Vivian, laissant le mot s'aigrir sur sa langue. « Vous comptez marier votre propre fille à un fermier? Il vient avec un arrangement financier considérable, » dit rapidement Lord Benedict. Trop rapidement, comme parlent les hommes qui ont honte de la vérité, mais qui désirent désespérément l'argent qui y est attaché. L'arrangement a été fait par l'intermédiaire de son notaire. Cela soulagera certaines obligations. Mathilda comprit immédiatement. La maison Belgrave devait de l'argent qu'elle ne pouvait pas payer. L'arrangement de Callum Robinson, quel qu'il soit, couvrirait le déficit que le mariage de Victor Holloway avec Violet ne pouvait pas combler. On ne lui donnait pas un mari. On la vendait pour sauver une maison qui ne l'avait jamais aimée. Un mariage digne d'une servante, dit Lady Vivian, avec un petit sourire satisfait. Comme si elle avait attendu des années pour dire quelque chose d'aussi blessant et avait enfin trouvé son moment. Eh bien, au moins une fille dans cette maison connaîtra sa place. Violet ne prit même pas la peine de cacher son rire. Mathilda ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que la cruauté de sa famille n'avait pas besoin de public pour s'aiguiser. Et le silence était la seule armure qu'on lui avait jamais permis de porter. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle ne pleura pas. Elle s'assit près de la fenêtre avec le vieux châle de sa mère sur les genoux. Elle pensa avec un calme étrange et constant qu'un humble mari dans une campagne lointaine
pourrait peut-être lui offrir quelque chose que la maison Belgrave ne lui avait jamais donné. La paix, même si elle venait enveloppée de pauvreté. Elle ne savait pas encore à quel point cette pensée se révélerait à la fois fausse et juste. Le matin du mariage arriva avec un ciel de la couleur de la crème fraîche, doux, pâle et totalement indifférent à la tempête qu'il s'apprêtait à voir. La maison Belgrave s'était transformée pour l'occasion. Les marches de marbre avaient été polies jusqu'à briller comme du verre. Des lustres en cristal, sortis du grenier et nettoyés par des femmes de chambre épuisées, ayant travaillé toute la nuit, projetaient une lumière fracturée dans le hall d'entrée. Des roses blanches, commandées à grands frais d'une serre de Londres, s'enroulaient le long des balustrades. Elles remplissaient le hall d'une douceur qui ne parvenait pas tout à fait à masquer l'odeur sous-jacente d'une maison trop longtemps négligée par manque d'argent. Des centaines d'invités arrivèrent dans des landaus et des carrosses étincelants, estampillés de blasons familiaux. La crème de la société londonienne était venue assister au mariage des filles Kensington en une seule journée scintillante. Des valets en livrée neuve bordaient l'allée. Et quelque part près des cuisines, un petit orchestre accordait ses instruments pour le petit déjeuner de mariage qui suivrait. Les notes fines et claires d'un violon s'échappaient par une fenêtre ouverte, flottant un instant dans l'air froid du matin. La robe de violet, à elle seule, avait coûté plus que ce que la plupart des habitants d'Ashford Green gagnaient en un an. Elle se tenait, radieuse, en haut de l'escalier. Ses boucles dorées étaient couronnées de fleurs d'oranger. Elle attendait l'arrivée du carrosse étincelant du vicomte Victor Holloway, tiré par 4 chevaux gris assortis, avec des harnais d'argent qui captaient le soleil du matin comme du silex frappé. Mathilde se tenait un peu à l'écart, vêtue plus simplement. Sa robe était d'un ivoire doux, sans ornement. Ses cheveux étaient simplement tressés sur la nuque. Personne n'avait pensé à l'habiller de manière élaborée. Personne n'avait beaucoup pensé à elle du tout. La simplicité ne la dérangeait pas. Seule l'attente la dérangeait. Ce sentiment étrange et creux d'être au bord de son propre jour de mariage comme une invitée plutôt qu'une mariée. Puis, du fond de l'allée, vint un son totalement inapproprié pour l'occasion. Des roues, grinçantes, inégales, gémissant contre leurs propres essieux. Pas le glissement doux d'un carrosse de gentleman, mais le cliquetis de quelque chose de vieux, d'usé, quelque chose qui avait passé sa vie à transporter du grain et du foin plutôt que des mariés. La foule se tourna comme un seul homme. Une charrette franchit les grilles en fer de la maison Belgrave. Pas une calèche, pas même un modeste cabriolet. Une charrette de fermier, en bois gris usé, éclaboussée de boue séchée le long de ses roues. Elle était tirée par 2 chevaux de trait ordinaires, dont le pelage n'avait jamais connu le contact d'une brosse de palefrenier. Une vague de confusion traversa les invités, suivie presque immédiatement par quelque chose de plus vif. Le rire, ça a commencé doucement, un gloussement derrière une main gantée, puis ça a grandi comme un feu trouvant de l'herbe sèche. Des dames se tournèrent vers leurs compagnons avec des yeux ravis, comme si on leur avait offert le plus beau divertissement que Londres pouvait offrir cette saison-là. Les messieurs ne prirent même pas la peine de cacher leur amusement, riant ouvertement alors que la charrette s'arrêtait en grinçant devant les marches de marbre. Un gentleman près de la grille leva son lorgnon, scrutant la charrette comme si elle pouvait se transformer en quelque chose de plus sensé en y regardant de plus près. Une dame en soie émeraude pressa un mouchoir en dentelle sur sa bouche, les épaules secouées d'une hilarité mal dissimulée. Quelque part à l'arrière de la foule, la voix d'un enfant s'éleva, demandant à haute voix si le petit déjeuner de mariage serait également servi depuis la charrette. Et le rire qui s'ensuivit déferla sur les invités comme une vague se brisant contre les marches de marbre. « Grands Dieu !» dit quelqu'un assez fort pour être entendu. « Est-ce le marié ou ont-ils oublié de dételer la charrette de livraison ?» Le rire de Lady Vivian s'éleva au-dessus de tous les autres, aigu, ravi et totalement sans pitié. « Eh bien !» déclara-t-elle à quiconque pouvait l'entendre. « J'ose dire que les chevaux de l'écurie de Belgrave méritent un transport plus raffiné que celui qui amène le mari de ma belle-fille. Même les serviteurs, alignés le long des marches dans leurs belles livrées, luttaient pour garder leurs lèvres closes, et échouaient. Un jeune valet détourna le visage, les épaules tremblantes. Lord Benedict, debout près de la porte, baissa les yeux vers le sol et ne dit rien. La honte, réalisa Mathilda en le regardant, avait enfin trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. L'homme qui descendit de la charrette portait un simple manteau brun, usé au coude, et des bottes grises de la poussière de la route.
Ses cheveux étaient sombres et un peu trop longs pour la mode, repoussés d'un visage qu'on aurait pu qualifier de beau dans n'importe quel salon de Londres. S'il ne s'était pas trouvé à côté d'une charrette de fermier, le matin le plus mal habillé de l'année. Il n'a pas tressailli face au rire. Il n'a pas rougi, ni bégayé, ni cherché un endroit où cacher son humiliation. Il est simplement resté là, le dos droit, et a laissé la moquerie le submerger comme une pierre laisse la pluie glisser sur elle. Mathilda l'observa du haut des marches, et quelque chose dans sa poitrine devint très calme. Il n'y avait rien de honteux dans sa façon de se tenir. Rien d'un homme dépassé par les événements ou embarrassé par sa propre pauvreté. Ses épaules étaient droites, avec une confiance tranquille et posée. Comme si le rire de 200 aristocrates était un son trop faible pour l'atteindre. Elle avait déjà vu la honte. Elle l'avait portée elle-même plus de matins qu'elle ne pouvait en compter. Ce n'était pas ça. C'était tout autre chose, et elle ne pouvait pas encore lui donner de nom. « Allons, venez donc !» lança Lady Vivian, sa voix éclatante d'une cruauté déguisée en bonne humeur. « Ne faites pas attendre votre marié dans sa charrette de fermier, monsieur. Je suis sûr que les chevaux sont impatients de retourner à leur vrai travail. » D'autres rirent, celui de Violette parmi les plus forts, aigu, clair et sans pitié. L'homme, Callum Robinson, se rappela Mathilda, bien que le nom lui parût étrangement petit pour lui, monta les marches de marbre sans se presser. Il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse voir la poussière sur son col, les callosités sur la main qu'il lui tendait et ses yeux. Pendant un instant seulement, alors que leurs regards se croisaient, quelque chose passa entre eux que Mathilda n'aurait pu décrire pour sauver sa propre vie. Pas de la fierté, bien qu'il y eût une force tranquille. Pas de l'arrogance, bien qu'il y eût de la certitude. C'était simplement de la dignité, entière et intacte. Le genre qui n'a pas besoin de l'approbation d'un public pour exister. Il ne dit rien. Il attendit simplement, la main tendue, tandis que 200 voix riaient autour d'eux. Mathilda pensa à la maison Belgrave, au châle dans sa malle, qui sentait encore faiblement sa mère. À chaque dîner qu'elle avait mangé en silence, tandis que le rire de Violet remplissait la pièce qui aurait dû être la sienne aussi. Elle pensa aux villageois qui la qualifiaient de douce, comme si cela avait de la valeur, alors que sa propre famille trouvait cela sans valeur. Elle pensa, soudainement, et avec une grande clarté, qu'elle préférait partir dans la boue et la moquerie, aux côtés d'un homme qui ne bronchait pas. Plutôt que de rester un jour de plus dans une maison qui ne l'avait jamais regardée avec le moindre respect, elle prit sa main. Le rire de la foule faiblit légèrement, alors qu'elle descendait les marches de marbre et montait sans hésitation dans la charrette de fermier boueuse. Sa robe ivoire se posa contre le siège en bois usé, et elle ne se retourna pas vers la maison Belgrave, vers les yeux baissés de son père, vers le sourire triomphant de Vivian, vers les boucles dorées de Violette, brillant sous le soleil du matin. Les grilles de la maison Belgrave se refermèrent derrière eux. Quelque part derrière, le rire ondulait encore dans la foule comme le vent dans le blé. Il se transformait déjà en le genre d'histoire qui serait répétée à chaque table de dîner à Londres avant la fin de la semaine. Derrière eux, en haut des marches de marbre, Lady Vivian regarda la charrette s'éloigner avec un sourire satisfait toujours sur les lèvres. Elle composait déjà dans son esprit le récit amusant qu'elle ferait au souper ce soir-là du ridicule mari fermier de sa belle-fille. Lady Violet, resplendissante dans ses soies de mariage, rit une fois de plus pour la forme. Elle passa son bras sous celui de Victor, alors que son propre carrosse étincelant arrivait enfin. Ces harnais d'argent captaient le soleil d'une manière que les chevaux de trait boueux ne pourraient jamais faire. Ni l'un ni l'autre ne consacrèrent une seconde pensée à la digne quiétude qu'ils venaient de voir franchir les grilles, ni à la façon si différente dont ils se souviendraient de ce matin avant la fin de l'année. À l'intérieur de la charrette, à l'abri de tous les regards venus se moquer d'eux, Callum Robinson s'autorisa, pour un très bref instant, un petit sourire secret. Personne à la maison Belgrave ne le savait encore. Personne dans tout Londres ne le savait encore. Le duc le plus riche d'Angleterre venait de ramener sa duchesse à la maison. La charrette cahotait vers le nord sur des routes qui devenaient plus étroites et plus vertes à chaque kilomètre. Elle laissait derrière elle le marbre et le cristal de la maison Belgrave pour des haies chargées de mûres tardives et des champs qui commençaient à dorer sur les bords. Mathilda s'assit à côté de son mari en silence pendant la première heure. Elle regardait la campagne se dérouler.
ressentant l'étrange légèreté d'une femme qui venait de quitter la seule vie qu'elle ait jamais connue. Et elle se sentait, contre toute logique, soulagée plutôt qu'effrayée. Callum conduisait avec la compétence facile d'un homme qui avait passé des années à s'occuper de chevaux. Pourtant, quelque chose dans sa façon de tenir les rênes, lâche, assuré, sans la tension d'un homme qui doit faire ses preuves, la fit s'interroger à nouveau sur la contradiction qu'elle avait entrevue sur les marches de la maison Belgrave. « Vous n'étiez pas obligé de prendre ma main, dit-il enfin, brisant le silence sans la regarder. Votre famille ne vous aurait pas empêché de refuser. Ils ont arrangé le mariage, dit Mathilda. Le refus ne m'a jamais vraiment été proposé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il se tourna brièvement, et elle vit ses yeux qui attendaient les siens, stables et posés. J'ai demandé pourquoi vous l'avez prise, pas pourquoi vous ne pouviez pas la refuser. Elle réfléchit à la question plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Parce que vous n'aviez pas l'air honteux, dit-elle finalement. Tous les autres, dans cette cour, voulaient vous voir ramper. Vous êtes simplement resté là. J'ai pensé qu'un homme capable de supporter autant de cruauté sans broncher valait peut-être la peine de s'asseoir à ses côtés. Quelque chose changea dans son expression, quelque chose qu'elle ne put nommer, disparut aussi vite qu'il était apparu. C'est soit la raison la plus sage que j'ai jamais entendue pour épouser un étranger, dit-il, soit la plus dangereuse. Peut-être que c'est les deux, répondit Mathilda. Et pour la première fois de cette longue journée humiliante, elle sentit quelque chose de proche d'un sourire se dessiner sur son propre visage. La pluie les surprit 1 heure avant le crépuscule. Elle arriva soudainement, comme le font souvent les orages d'automne dans cette partie du pays, transformant la route sèche en boue glissante en quelques minutes. La charrette tangua, une roue s'enfonçant dans une ornière assez profonde pour la retenir. Et ni les encouragements de Callum, ni les efforts des chevaux de trait ne purent la libérer. « Nous allons attendre que ça passe, dit-il, élevant la voix par-dessus le tambourinement de la pluie. Impossible de la bouger avant que le sol ne sèche un peu. » Mathilda avait déjà commencé à frissonner. Sa robe de mariée ivoire était trempée aux épaules, n'offrant pas plus de protection contre la tempête qu'une feuille de papier. Callum n'hésita pas. Il retira son manteau brun usé et le posa sur ses épaules, avant qu'elle ne puisse refuser. Ses mains s'attardèrent un instant sur son col, alors qu'il le resserrait contre le vent. « Vous allez prendre froid vous-même, dit-elle, bien qu'elle ne fit aucun mouvement pour rendre le manteau. « J'ai connu pire qu'une pluie d'automne, dit-il. » Et quelque chose dans sa voix, basse, posée, assez proche pour qu'elle la sente plus qu'elle ne l'entende, la rendit très consciente du peu d'espace qui restait entre eux sous l'étroit auvent de la charrette. Ils étaient assis l'un contre l'autre pour se protéger du froid, son épaule chaude contre la sienne, la pluie tambourinant un rythme régulier au-dessus de leur tête. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Ce n'était pas un silence inconfortable, c'était étrangement le contraire, comme si parler pouvait briser quelque chose de délicat qui avait commencé à se former dans l'espace entre leurs corps. La main de Mathilda reposait sur le siège entre eux. Elle sentit, plutôt qu'elle ne le vit, les doigts de Callum se rapprocher jusqu'à ce que le dos de leurs mains se frôle, le plus léger murmure de contact, et aucun d'eux ne s'éloigna. Elle leva les yeux et le trouva déjà en train de la regarder, la pluie accrochée à ses cheveux sombres. Son regard tenait le sien avec une intensité qui envoya une lente chaleur s'enrouler dans sa poitrine, malgré le froid qui imprégnait sa robe. Il y avait de la faim dans ce regard, calme, contenu, le genre qu'un homme garde soigneusement en laisse, plutôt que celle qui effraie. Et en dessous, quelque chose de plus doux encore, quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. Son odeur lui parvint sous la pluie, la laine mouillée, et en dessous, quelque chose de plus chaud, du cèdre et du cheval, et l'odeur propre d'un homme qui travaille de ses propres mains, plutôt que de simplement diriger les autres. Cela ne ressemblait en rien au gentleman parfumé des salles de bal de Londres, et Mathilda découvrit, à son propre et silencieux étonnement, qu'elle préférait cela de loin. Aucun des deux ne détourna le regard en premier. La pluie continua de tomber, et le moment s'étira, tendu et tremblant, jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse enfin la gorge et regarde à nouveau vers les chevaux, et que le monde ordinaire revienne autour d'eux. Mais quelque chose avait changé. Mathilda le sentit s'installer au fond de sa poitrine, chaud et inconnu. Et elle soupçonna, à la manière prudente dont Callum gardait les yeux sur la route, une fois la pluie calmée et la charrette dégagée, qu'il l'avait ressenti aussi. Ils n'arrivèrent pas à quelque chose qui ressemblait au grand domaine que Mathilda s'était tranquillement, bêtement,
permis d'imaginer. Au lieu de cela, la charrette s'arrêta devant un petit cottage en pierre niché à flanc de colline. Il avait 2 pièces de large, son toit de chaume était rapiécé par endroits, et une fumée fine et grise s'échappait d'une seule cheminée. « Voici ma maison », dit Callum, l'observant attentivement, comme s'il se préparait à la déception qui l'attendait clairement. Mathilda regarda le cottage, modeste, usé par le temps, tout à fait banal, et ne ressentit aucune de la déception qu'il semblait anticiper. Après une enfance passée dans la splendeur froide de la maison Belgrave, où chaque pièce avait été belle et où aucune ne lui avait jamais semblé être un foyer, la simplicité du petit cottage s'installa sur elle comme une respiration enfin relâchée. « C'est un endroit paisible », dit-elle, et elle le pensait sincèrement. Callum ne dit rien pendant un moment, étudiant simplement son visage, comme s'il y cherchait la moquerie qu'il devait attendre de toute dame élevée dans la société londonienne. N'en trouvant aucune, quelque chose dans ses épaules se détendit, une tension qu'elle n'avait pas remarquée jusqu'à ce qu'elle le quitte. « Aucune femme ne m'a jamais dit ça avant », admit-il doucement. Et il y avait une crudité dans ses mots qui suggérait qu'il n'avait pas eu l'intention de les dire à voix haute. À l'intérieur, le cottage révéla sa première petite contradiction. Le mobilier était simple, mais chaque surface portait quelque chose qui n'appartenait pas du tout à la simplicité. Une étagère de livres reliée en cuir, trop beau pour le salaire d'un fermier. Ce service d'argenterie, poli et lourd, disposé pour leur repas du soir, avec une précision qui parlait d'une longue habitude plutôt que d'une grandeur empruntée. Dans le coin, à moitié dans l'ombre de la faible lumière du feu, se trouvait un violon dont le bois brillait de la patine profonde de l'âge et d'un soin attentif. Le genre d'instrument, pensa Mathilda, qui appartenait à une salle de concert plutôt qu'à un cottage de fermier. Elle fit glisser ses doigts sur le dos des livres, notant des titres en français et en latin, à côté de la poésie anglaise. Des volumes reliés en veau, si doux qu'ils semblaient à peine touchés par des mains ordinaires. Sur la cheminée se trouvait une petite horloge en bronze doré, son mécanisme tic-tacant avec une précision silencieuse qui parlait d'un atelier d'horloger bien plus grand que ce que n'importe quel horloger de village pourrait offrir. « C'est un bel instrument pour la maison d'un intendant », dit-elle prudemment, en observant son visage, désignant le violon qui reposait dans son coin ombragé. « Il appartenait à ma mère », dit Callum, et il se tourna vers le feu, avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Elle appréciait les belles choses, même quand les circonstances n'en permettaient pas beaucoup. Ce n'était pas tout à fait une réponse. Mathilda remarqua la façon dont il avait changé de sujet, aussi doucement qu'un homme fermant une porte qu'il ne souhaitait pas voir ouverte, et elle mit de côté ce petit mystère plutôt que d'insister. Il y aurait du temps, se dit-elle. Il y aurait des années si leur mariage tenait. Elle rencontra la gouvernante ce soir-là. Une femme plus âgée aux cheveux argentés, épinglée avec une élégance inhabituelle. Elle fit une révérence un peu trop profonde pour une servante et parla avec des voyelles bien trop polies pour un cottage de campagne. La femme avait réarrangé la modeste table du dîner 2 fois avant que le repas ne soit servi, murmurant à voix basse sur le mauvais placement d'une fourchette à poisson. Elle avait corrigé la révérence d'une jeune servante avec l'autorité vive de quelqu'un qui avait passé des décennies à former des domestiques pour des maisonnées considérablement plus grandes qu'un cottage de 2 pièces. « Madame Ashby s'occupe de la maison », expliqua Callum. Mais le regard vif et scrutateur de la femme sur Mathilda ressemblait beaucoup moins à l'accueil d'une gouvernante qu'à un examen que Mathilda ne comprenait pas encore qu'elle subissait. Au dîner, Mathilda attrapa le pot de miel sans réfléchir, en ajoutant une cuillerée dans son thé par vieille habitude, et n'y pensa plus. Mais le lendemain matin, quand Callum lui servit son thé lui-même, il ajouta le miel avant qu'elle ne puisse le demander, sans un seul mot échangé entre eux. Elle fixa la tasse, puis lui. « Comment saviez-vous »« J'ai remarqué », dit-il simplement, comme si cela ne nécessitait aucune explication. Comme si remarquer les plus petites habitudes d'une femme qu'il connaissait depuis moins d'1 jour était simplement ce qu'un homme faisait quand il avait décidé de lui prêter une attention particulière. Personne à la maison Belgrave n'avait jamais remarqué comment elle prenait son thé. Mathilda sentit quelque chose d'inconnu et de chaud se déployer derrière ses côtes, et ne se fit pas confiance pour l'examiner de trop près pour l'instant. Les petits mystères continuaient de s'accumuler, silencieux et étranges, comme des cailloux qu'elle n'arrivait pas tout à fait à assembler en un motif. Un garçon d'écurie se précipitant pour prendre les chevaux de la charrette, s'inclina si bas et si rapidement
qu'il faillit trébucher sur ses propres pieds avant de se rattraper et d'offrir une courbette maladroite, plus adaptée à un ouvrier agricole. Un cavalier passant sur la route toucha son chapeau à Callum avec une déférence qui semblait totalement disproportionnée pour un simple intendant, murmurant quelque chose qui ressemblait presque à « Monseigneur », avant de se corriger en un « Monsieur marmonné ». Le magistrat local, passant brièvement pour une question mineure de limite de paroisse, s'excusa 2 fois d'interrompre l'après-midi de Callum. Son ton était si déférent que Mathilda se surprit à observer l'échange avec une confusion croissante longtemps après le départ de l'homme. Un majordome âgé, engagé seulement pour les soirées où 1 ou 2 invités étaient attendus à leur table, faillit ruiner tout l'arrangement prudent lors de sa première visite au cottage. Il s'inclina bas sur la main de Callum à la porte et commença avec la formalité automatique de 40 ans de service. « Votre gras ». Avant de se reprendre dans une soudaine et violente quinte de toux qui le laissa le visage rouge et s'excusant pendant 1 minute entière pour un chatouillement dans la gorge qu'aucune quantité de thé ne semblait pouvoir apaiser. « Pauvre Monsieur Wickham », dit Callum après, en servant plus de thé à Mathilda avec un calme parfait, comme si rien de curieux ne s'était produit. Il a servi de vieille famille toute sa vie. Je crois que certaines habitudes de langage persistent, quelle que soit la situation actuelle d'un homme. « Il a failli vous appeler votre grâce », dit Mathilda, l'observant attentivement. « Vraiment ?» demanda Callum, avec la surprise douce et sereine d'un homme commentant la météo, plutôt qu'un secret presque révélé à sa propre table. Comme c'est curieux, elle laissa tomber ce soir-là, comme elle avait appris à laisser tomber tant de choses curieuses depuis son mariage. Mais elle commença, discrètement et sans tout à fait se l'avouer, à tenir un petit registre mental de chaque moment étrange qui croisait son chemin, attendant le jour où la somme de tout cela finirait par donner quelque chose qu'elle pourrait comprendre. Rien de tout cela ne formait quelque chose qu'elle pouvait nommer. Et pourtant, allongée éveillée cette nuit-là dans le calme petit et honnête du cottage, Mathilda se surprit à retourner les pièces dans son esprit, comme un enfant retourne une boîte à puzzle, cherchant la fente qui la laisserait enfin s'ouvrir. Il était près de minuit quand la curiosité, et peut-être autre chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer, la mena au petit bureau dans le coin de leur chambre. Elle voulait seulement trouver une bougie de rechange. Au lieu de cela, nichée dans un tiroir peu profond, sous une pile de correspondances, ses doigts trouvèrent quelque chose de froid et de lourd. Une bague, en vieil or, sa surface usée et lisse par le temps, gravée d'un blason qu'elle ne reconnaissait pas. Un faucon en vol au-dessus d'une tour, forgé avec le genre de détails soignés et coûteux qu'aucune bague de famille de fermiers n'avait jamais possédé. Mathilda resta très immobile, la bague reposant dans sa paume, et sentit le dernier reste de la paix du soir céder la place à quelque chose de bien plus agité. Elle la retourna 1 fois, 2 fois, regardant la lumière de la bougie se refléter sur la gravure usée des ailes déployées du faucon. Une bague comme celle-ci n'était pas le genre de chose qu'un pauvre intendant cachait et oubliait dans un tiroir plein de correspondances. C'était le genre de choses qu'on gardait près de soi, qu'on protégeait, qu'on transmettait de génération en génération, d'hommes qui n'avaient jamais eu besoin de se demander d'où viendrait leur prochain repas. Elle pensa au beau violon qui prenait la poussière dans le coin, à la posture suspectement parfaite de Madame Ashby, aux excuses nerveuses du magistrat, et sentit chaque petite pièce se rapprocher un peu plus d'une forme qu'elle ne pouvait toujours pas voir entièrement. Elle n'a pas confronté Callum cette nuit-là. Elle a remis la bague dans son tiroir exactement comme elle l'avait trouvée, et est restée éveillée à la place, retournant le mystère encore et encore dans le noir, incapable de décider si le malaise qui s'enroulait dans sa poitrine était de la peur ou quelque chose de plus proche de l'anticipation. Qui, exactement, se demandait-elle, avait-elle épousé? La nouvelle du mariage voyagea plus vite que n'importe quel carrosse. En 15 jours, l'histoire de la mariée à la charrette de fermier était devenue la blague préférée de tous les salons entre le Kent et Londres. Lady Violet, maintenant confortablement installée en tant que vicomtesse Holloway, semblait déterminée à maintenir l'histoire en vie aussi longtemps qu'elle pourrait servir son amusement. Elle trouva Mathilda à l'église ce premier dimanche, debout près de la porte du cimetière, dans une robe clairement choisie pour éclipser le modeste lainage gris que portait Mathilda. « Sors » dit Violette, étirant le mot comme s'il avait un goût légèrement désagréable. « Comment la vie à la ferme vous convient-elle »
J'espère que la boue n'a pas ruiné votre seule bonne paire de chaussures. Le petit groupe de dames près d'elle gloussa obligeamment. Mathilde croisa ses mains gantées et ne dit rien, bien que la vieille chaleur familière de l'humiliation lui montât au cou tout de même. Elle avait passé une vie à perfectionner le silence comme bouclier. Il n'avait jamais cessé d'être lourd à porter. À la garden party la semaine suivante, organisée par l'une des plus vieilles amies de Vivian, Violet trouva un nouveau terrain à exploiter. « Je crois comprendre que votre mari n'a que 2 pièces, dit-elle, assez fort pour que la moitié de la pelouse l'entende. Comme c'est douillet. Bien que j'avoue ne pas pouvoir imaginer comment on se débrouille avec une seule gouvernante et pas de femme de chambre du tout. » Victor, arrivant aux côtés de sa femme avec son sourire poli habituel, ajouta sa propre contribution avec la cruauté désinvolte d'un homme qui n'avait jamais envisagé les conséquences. Peut-être que Robinson peut être persuadé de labourer quelques acres supplémentaires et nous pourrions envoyer à Mathilda une garde-robe convenable comme cadeau de mariage. Les femmes de fermiers devraient s'habiller en conséquence, après tout. Le rire ondula sur la pelouse. Mathilda sentit la main de Callum trouver la sienne, ferme et chaude, avant même d'avoir réalisé à quel point il était proche. « Vous ne devez aucune réponse à la cruauté, » murmura-t-il, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. Le silence n'est pas une faiblesse, Mathilda. C'est simplement refuser de leur donner la satisfaction qu'ils sont venus chercher. Elle s'accrocha à ces mots plus longtemps qu'elle ne s'y attendait, les retournant sur le chemin du retour, dans les heures calmes avant de dormir, dans les moments où le rire de Violette résonnait encore sans y être invité dans sa mémoire. Lentement, sans vraiment remarquer quand cela a commencé, elle découvrit que la présence constante de Callum était devenue la chose à laquelle elle se raccrochait, chaque fois que les vieilles blessures de la maison Belgrave menaçaient de se rouvrir. Il la courtisait à sa manière discrète, avec une patience qui la déstabilisait, précisément parce qu'elle n'avait jamais été courtisée auparavant. Il lui apportait des fleurs sauvages, cueillies dans les haies, arrangées avec un soin brut et honnête qu'aucun bouquet de fleuristes londoniens n'aurait pu égaler. Il remarqua, sans qu'on le lui dise, la petite déchirure dans le ruban de son chapeau, et le répara lui-même un soir près du feu. Ses grandes mains étaient étonnamment adroites pour ce travail délicat, tandis qu'elle le regardait et sentait quelque chose dans sa poitrine, lui faire mal d'une tendresse qu'elle ne pouvait encore nommer. Il lui lisait des extraits des livres usés et coûteux qui garnissaient ses étagères, de la poésie surtout, des vers sur le désir, la distance et la douleur particulière d'aimer quelque chose qu'on n'est pas encore autorisé à réclamer. Et bien qu'il ne commentât jamais le sens des mots qu'il choisissait, Mathilda commença à soupçonner qu'il les choisissait avec une grande délibération. Il lui apprit à monter à cheval, guidant ses mains sur les rênes avec une proximité qui la laissait essouffler pour des raisons qui avaient très peu à voir avec les chevaux. Sa paume se posait brièvement sur la sienne pour corriger sa prise. Sa poitrine était une présence chaude et solide dans son dos alors qu'il la stabilisait en selle. Et chaque fois, le contact s'attardait un battement de cœur de plus que ce que l'instruction exigeait, jusqu'à ce qu'aucun d'eux ne prétende qu'il ne s'agissait que du cheval. « Vous tenez les rênes comme si la pauvre jument avait l'intention de s'enfuir à Londres, » murmura-t-il une fois, assez près pour que son souffle agite les boucles lâches à son oreille. Ses mains se refermèrent doucement sur les siennes, sur les rênes, pour desserrer sa prise. « Faites-lui un peu confiance, Mathilda, et faites-moi confiance par la même occasion. » « J'essaye, » admit-elle, très consciente de la chaleur de sa poitrine contre son dos, du battement régulier de son cœur qu'elle pouvait sentir, même à travers les couches de sa tenue d'équitation. « Il est difficile de penser à des rênes lâches quand toutes les autres parties de moi souhaitent s'accrocher plutôt fermement. » Il devint très immobile derrière elle à ces mots, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea, la jument se déplaçant patiemment sous eux, tandis que le vent d'automne agitait les haies autour d'eux. « Alors, accrochez-vous, » dit-il enfin, la voix rauque et basse, « à tout ce que vous trouverez d'assez solide pour supporter le poids. » Elle avait alors tourné la tête, assez près pour sentir son souffle contre sa joue, et il lui avait fallu toute la bienséance qu'elle possédait encore pour regarder à nouveau devant elle, plutôt que de combler la petite distance qui les séparait. C'est à cette époque que Mathilda rencontra pour la première fois l'homme qui s'occupait du potager de Thornwick. Un homme large et buriné qui se présenta simplement comme « le vieux Harker qui bêche par ici », et elle se retrouva en un quart d'heure complètement déconcertée par lui. Elle le surprit un après-midi, en pleine discussion avec le forgeron du village, au sujet de la réparation des routes de la paroisse.
Elle écouta, perplexe. Le prétendu jardinier corrigeait la compréhension du forgeron sur la manière dont un projet de loi privé pourrait passer à la Chambre des communes, citant la procédure et les précédents avec la familiarité aisée d'un homme qui avait assisté à 100 sessions parlementaires plutôt qu'à 100 saisons de retournement de terre. « Pardonnez-moi, Harker », dit le forgeron après, en se grattant la tête. « Mais pour un homme qui cultive des navets, vous parlez étrangement comme un seigneur. 40 ans parmi les seigneurs font ça à la langue d'un homme, quel que soit son métier, » répondit Harker doucement. Mathilda remarqua la légère rougeur qui monta à ses joues burinées et le rapide regard d'excuse qu'il lança vers les fenêtres du cottage, comme s'il espérait que personne à l'intérieur n'avait entendu. Elle en parla à Callum ce soir-là, à moitié amusée, à moitié cataloguant simplement une autre petite étrangeté parmi les nombreuses qu'elle avait recueillies depuis son mariage. La bouche de Callum s'était contractée, très proche d'un sourire qu'il ne s'était pas tout à fait permis. « Harker a des opinions bien arrêtées sur la gouvernance, dit-il. Il se trouve que je trouve cela chez les hommes qui ont passé une grande partie de leur vie à l'observer de très près. » Ce n'était pas une réponse. Mathilda commençait à comprendre que très peu des réponses de Callum, données avec assez de bonne humeur, l'étaient vraiment. Un soir, alors que le cottage était calme et que Madame Ashby s'était retirée depuis longtemps, Callum alluma une seule bougie dans le petit salon. Sans un mot d'explication, il commença à jouer du piano qui se tenait à moitié oublié dans le coin. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une habileté qu'aucun fermier n'aurait pu apprendre en quelques heures volées, jouant une valse lente et mélancolique qui remplit la petite pièce comme de l'eau remplissant une tasse. « Dansez avec moi », dit-il en tendant la main. « Je ne connais pas les pas d'un morceau aussi raffiné, » admit-elle. « Alors suivez-moi, » dit-il, « et ayez confiance, je ne vous laisserai pas tomber. » Elle prit sa main. Il l'attira près de lui, plus près que n'importe quelle salle de bal de Londres ne l'aurait permis. Une main chaude contre le creux de son dos, la guidant dans des tours lents et posés à la lueur de la bougie. Elle sentit sa chaleur à travers la fine mousseline de sa robe. Son souffle agitait les boucles lâches à sa tempe. Elle sentit son propre pouls s'accélérer d'un désir qu'elle ne s'était jamais permis de reconnaître, et encore moins de vouloir. La musique ralentit. Leurs pas ralentirent avec elle, jusqu'à ce qu'ils ne bougent presque plus. Ils se tenaient simplement proches, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre leurs visages. Son regard tomba brièvement sur sa bouche avant de remonter vers ses yeux, sombre de quelque chose de contenu et de douloureux. Mathilda sentit la chaleur de sa main pressée contre son dos, sentit son propre pouls s'accélérer pour correspondre au rythme bas et instable de sa respiration, et elle comprit, avec une clarté qui l'effraya légèrement, qu'elle ne désirait rien de plus à ce moment-là que de combler la petite distance restante entre eux et de laisser arriver ce qui attendait là. « Mathilda » dit-il, d'une voix basse et rauque, son nom sonnant complètement différemment dans sa bouche que dans n'importe quelle autre. Elle pensa, avec certitude, qu'il allait l'embrasser. Elle pensa, avec une vague de désir qui la surprit par sa propre intensité, qu'elle voulait qu'il le fasse. Une bûche bougea et craqua dans le foyer, bruyante dans le silence chargé. Et le moment se brisa aussi soudainement qu'il s'était construit. Callum recula, la mâchoire serrée, sa main relâchant la sienne avec une réticence visible. « Pardonnez-moi, » dit-il, bien que sa voix suggéra qu'il n'était pas tout à fait certain de ce pourquoi il demandait pardon. Il se fait tard. Mathilda resta éveillée longtemps après, sa peau encore chaude, là où sa main avait reposé contre son dos. Et elle comprit, avec une certitude qui l'effraya un peu, qu'elle tombait amoureuse d'un homme dont le vrai moi restait enfermé derrière une porte, dont elle n'avait pas encore trouvé la clé. Lady Vivian arriva au cottage sans prévenir un jeudi après-midi gris, alors que Mathilda parcourait les champs inférieurs pour distribuer du pain aux familles de fermiers, comme c'était déjà devenu son habitude. Callum reçut sa belle-mère dans la petite pièce de devant, avec une courtoisie parfaite et posée, bien que quelque chose de vigilant s'installa derrière ses yeux dès qu'elle commença à parler. « Je serai direct, Monsieur Robinson, » dit Vivian, s'asseyant sans y être invité. « Ce mariage a rempli son objectif. L'arrangement a effacé les dettes de la famille. Il n'est plus nécessaire de maintenir le prétexte d'affection pour le bien de ma belle-fille. Je n'étais pas conscient que l'affection nécessitait un prétexte, » dit Callum doucement. Le sourire de Vivian ne vacilla pas. « Je suis prête à vous offrir une somme considérable pour disparaître discrètement. Mathilda peut rester ici, assez confortablement,
et vous pouvez retourner là où les hommes comme vous vont quand leur utilité a pris fin. Aucun scandale ne doit nous atteindre. Callum l'étudia un long moment, et quelque chose dans son immobilité fit légèrement vaciller le sourire confiant de Viviane, bien qu'elle n'aurait pas pu dire pourquoi. « Votre argent ne m'intéresse pas, madame, » dit-il, sa voix calme mais totalement inébranlable. « Et j'ai bien l'intention de rester exactement où je suis. » Elle se leva sans un mot de plus, rassemblant ses jupes avec la dignité cassante d'une femme peu habituée à quitter une pièce sans obtenir exactement ce pourquoi elle était venue, et se dirigea vers la porte sans un regard en arrière. Viviane partit sans sa satisfaction, et Callum ne dit rien de la visite à Mathilda ce soir-là. Mais elle remarqua, dans les jours qui suivirent, une nouvelle lassitude dans les yeux de Viviane, chaque fois que la famille se croisait. Le malaise particulier d'une femme qui a offert un pot de vin et a trouvé pour la première fois de sa vie calculatrice quelqu'un qu'elle ne pouvait pas acheter. La lettre arriva un mardi, portée par un cavalier en belle livrée, que Mathilda n'avait jamais vu dans ce coin tranquille de la campagne. Elle était dans le jardin quand Madame Ashby la lui apporta, scellée à la cire pressée d'un blason que Mathilda ne put distinguer de là où elle se tenait. Callum la prit avec le même calme facile qu'il prenait tout, bien que Mathilda remarqua cette fois la plus légère hésitation dans ses doigts avant qu'il ne brise le seau. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il plia la lettre et la glissa dans son manteau avant qu'elle ne puisse voir le contenu. « Une invitation » dit-il. Rien de plus. Mais sa mâchoire s'était crispée d'une manière qu'elle avait appris à reconnaître au cours des dernières semaines comme la marque d'un homme gardant quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à partager. Pour quelle occasion? Le bal de charité d'hiver, dit Callum, après une pause qui dura un instant de trop. Organisé par la Société de bienfaisance de la Couronne. Je crois que votre famille y assistera. Mathilde sentit un petit poids froid s'installer dans son estomac à l'idée d'affronter à nouveau la cruauté de Violette, vêtue de la modeste robe qu'elle pourrait se permettre face aux plus belles soies de Londres. Mais sous cette crainte se cachait tout autre chose. Une petite curiosité persistante sur la raison pour laquelle une invitation à un simple bal de charité devrait faire en sorte que les mains de son mari, fermes en toute autre circonstance, se resserrent si prudemment sur les bords d'une lettre pliée. Dans les jours qui précédèrent le bal, le rythme ordinaire du cottage continua autour de cette petite tension tacite, et Mathilda se surprit à s'y accrocher plus qu'elle ne l'aurait admis à voix haute. Elle se réveillait chaque matin à l'odeur de la fumée de bois et du pain frais, avec Callum déjà habillé, et revenant de sa promenade dans les champs inférieurs, de la boue sur ses bottes. Et le plus souvent, une petite trouvaille était nichée dans la poche de son manteau pour elle. Une pierre de rivière lisse, un brin de lavande tardive, une fois une seule pomme parfaite du vieux verger derrière le cottage, offerte sans plus de cérémonie qu'un homme tendant à sa femme son thé du matin. Le soir, après que Madame Ashby eut attisé le feu et se fut retirée, ils s'asseyaient ensemble dans le petit salon. Mathilde raccommodait du linge pendant que Callum lisait à voix haute, sa voix basse remplissant le cottage silencieux de vers qui lui faisait rougir les joues malgré elle. Elle avait commencé, sans vraiment remarquer quand, à attendre ses soirées, avec plus d'impatience qu'elle n'avait jamais attendu quoi que ce soit entre les murs de la maison Belgrave. C'est dans cette paix fragile et grandissante que l'invitation au bal de charité d'hiver s'immisçait maintenant, portant avec elle un mystère que Mathilda ne pouvait encore nommer, et une crainte de la cruauté de Violette qu'elle pouvait. Mathilda ne souhaitait pas assister au bal de charité d'hiver. Elle l'avait dit à Callum 2 fois dans les jours calmes qui l'avaient précédé. Elle imaginait la cruauté ravie de Violette dès l'instant où elle apparaîtrait dans la robe que le petit budget de la maison pouvait lui offrir, face à une salle remplie des plus belles soies et des plus beaux bijoux de Londres. « Vous méritez une place dans cette salle autant que n'importe qui s'y trouvant, » lui dit Callum, tenant ses 2 mains dans les siennes. Ses pouces traçaient des cercles lents et distraits sur ses jointures, envoyant une chaleur s'enrouler le long de ses bras malgré la froideur de l'air du soir. « Je ne vous laisserai pas vous cacher de gens qui n'ont rien fait pour mériter votre peur. Ce n'est pas de la peur, dit-elle, bien qu'ils sussent tous deux que c'en était, du moins en partie. C'est simplement que je suis fatigué qu'on se moque de moi. Alors laissez-les rire, dit-il. Je vous le promets, Mathilda, ils ne riront pas très longtemps. » Elle ne comprit pas la certitude dans sa voix, seulement qu'elle stabilisa quelque chose dans sa poitrine, assez pour la laisser accepter. La salle de bal du grand hôtel particulier de la Société de charité
scintillait de plus de lustre que la maison Belgrave n'en avait jamais possédé. La lumière du cristal se déversait sur les robes de soie et les parquets polis. Et la crème de l'aristocratie londonienne était rassemblée pour célébrer sa propre générosité en sirotant un champagne qui coûtait plus que ce que la plupart de leurs œuvres de charité ne recevaient jamais. Mathilda portait une simple robe d'un bleu profond, plus sobre que tout ce qui se trouvait dans la pièce. Elle sentait chaque regard se tourner vers elle, mesurant la distance entre sa modeste tenue et la resplendissante soie argentée de violet de l'autre côté de la salle. Elle s'était tenue devant le petit miroir de leur chambre ce soir-là, lissant le tissu uni avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle avait failli demander à Callum s'il ne pouvait pas plutôt envoyer leurs regrets. Il était venu se tenir derrière elle dans le reflet du miroir, posant ses mains sur ses épaules, et lui avait dit simplement qu'elle ressemblait précisément à une femme qui n'avait plus rien à prouver à personne dans cette salle de bal. Elle ne l'avait pas entièrement cru, mais elle avait franchi les portes quand même, le menton levé. Et elle avait trouvé une mesure empruntée de son calme s'installer sur ses propres nerfs alors qu'ils franchissaient le seuil ensemble. Il ne fallut pas longtemps à Violette pour la trouver. « La duchesse du Fermier nous honore de sa présence », annonça Violette, assez fort pour que le groupe d'invités environnants se retourne et regarde, sa voix empreinte d'un plaisir théâtral. « Dites-moi, sœur, êtes-vous arrivée ce soir dans la charrette, ou votre mari a-t-il enfin réussi à rassembler assez d'argent pour une voiture convenable ?» La salle de bal rit. Ce n'était pas un rire méchant pour ceux qui le produisaient. Simplement la cruauté facile et irréfléchie de gens qui n'avaient jamais eu faim, jamais été regardés comme s'ils ne comptaient pas, et ne pouvaient imaginer le poids de ce qu'ils lançaient si légèrement. Mathilde sentit la vieille chaleur familière lui monter à la gorge, mais la main de Callum trouva le creux de son dos avant que la honte ne puisse s'emparer d'elle complètement. Ferme et chaude, et elle découvrit qu'elle n'avait pas du tout besoin de répondre. Son silence à côté du sien ressemblait à une encre plutôt qu'à une absence. Victor arriva aux côtés de sa femme avec son habituel sourire narquois, passant un bras autour de la taille de Violette. « Robinson, dit-il, tendant la main avec la condescendance négligente d'un homme saluant un inférieur qu'il trouve légèrement amusant. Dites-moi, trouvez-vous la société londonienne très différente de l'entretien de vos champs ?»« Considérablement plus bruyante, » dit Callum, en serrant la main offerte avec un calme parfait. Bien que les récoltes chez moi nécessitent considérablement moins de flatterie pour pousser. Une vague de rire surpris suivit, cette fois pas entièrement aux dépens de Callum, et le sourire de Victor s'amincit sur les bords. C'est alors, au milieu du tourbillon de soie et de la lumière des bougies, que Mathilda remarqua le vieux comte de Allomere, debout près de la table des rafraîchissements, devenir soudainement et complètement immobile. Les yeux du vieil homme s'étaient fixés sur la main de Callum, alors qu'il la retirait de l'emprise de Victor. Sur la chevalière en or usé, que Mathilda portait maintenant autour de son propre cou, sur une fine chaîne. Elle avait pris l'habitude de la garder près d'elle, depuis la nuit où elle l'avait trouvée. Incapable de s'expliquer pourquoi elle sentait qu'elle appartenait près de son cœur, plutôt qu'enfermée dans un tiroir. Le visage du comte, vidé de sa couleur, il posa son verre de champagne baccarat, avec une main qui tremblait légèrement. Il traversa la pièce, avec la hâte particulière d'un homme qui vient de voir un fantôme qu'il ne s'attendait pas à rencontrer à un bal de charité. Il ne dit rien directement à Callum, il s'inclina seulement. Une véritable révérence complète, du genre réservé aux hommes de rang considérablement plus élevé qu'un intendant. Et il murmura quelque chose de trop bas pour que Mathilda puisse l'entendre, avant de se retirer, visiblement secoué, dans un coin tranquille de la pièce. Un chambellan près de la porte s'était également immobilisé, fixant Callum avec une expression de reconnaissance naissante qu'il semblait lutter très fort pour réprimer. Un évêque, arrivant en retard à la réunion, s'arrêta en plein milieu de sa foulée à sa vue et inclina la tête dans un geste de respect qu'aucun fermier en Angleterre n'avait jamais reçu d'un homme d'église. Des chuchotements commencèrent à se propager dans la salle de bal comme le vent dans le blé, silencieux au début, puis s'amplifiant. Mathilda attrapa des fragments. Sûrement pas. Ce n'est pas possible. La ressemblance est remarquable. Bien que personne ne semblât vouloir dire à voix haute la pensée qui les avait tous saisis si soudainement. L'expression de Callum ne changea pas. Il rencontra chaque regard surpris, avec le même calme tranquille et posé, qu'il avait depuis le moment où il était descendu de cette charrette de fermier boueuse, et ne dit rien du tout pour l'expliquer.
Mathilde sentit le mystère pressé contre sa poitrine, comme une respiration retenue, énorme et tacite, et elle comprit avec une certitude qu'elle n'aurait pu expliquer, que quelle que soit la vérité derrière le calme de son mari, elle était bien plus grande que tout ce qu'elle avait encore imaginé. Il lui demanda de danser malgré tout, malgré la moquerie de Violette qui flottait encore dans l'air, malgré les chuchotements qui s'accumulaient comme des nuages d'orage autour d'eux, malgré 200 pères dieux qui avaient passé toute la soirée à décider s'il fallait rire d'elle ou de quelque chose de bien plus étrange. « Je ne pense pas pouvoir supporter un instant de plus d'être observé », admit-elle doucement, alors qu'il la conduisait vers la piste. « Alors, ne regardez que moi », dit Callum, l'attirant près de lui, alors que l'orchestre commençait une valse lente. Laissez le reste de la salle disparaître. Et remarquablement ce fut le cas. Sa main reposait chaude contre le creux de son dos, la guidant à travers chaque tour avec la même confiance posée qui avait d'abord attiré son attention sur les marches de la maison Belgrave. Elle sentit la chaleur de sa paume à travers la soie de sa robe, sentit son souffle agiter doucement sa tempe, alors qu'il l'attirait une fraction plus près que ce que la bienséance permettait strictement, et découvrit qu'elle ne se souciait pas du tout de qui pouvait bien regarder. « Ils ne peuvent pas toucher ce qui est réel », murmura-t-il contre son oreille, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Et ce qui est entre nous, Mathilda, n'a jamais fait partie de leur blague. » Elle leva les yeux vers lui, et pendant la durée de cette danse, la salle de bal disparut vraiment. Les chuchotements, les rires, la soie argentée de Violet et le sourire narquois de Victor, tout cela se dissolut en rien, à côté de la chaleur constante de ses yeux tenant les siens. Quand la musique s'arrêta, il ne relâcha pas sa main tout de suite. Au lieu de cela, il la conduisit par une porte latérale sur une terrasse éclairée par la lune. L'air froid de la nuit et le silence soudain après la salle de bal bondée lui donnèrent l'impression d'entrer dans un monde entièrement différent. « Callum, » dit-elle doucement, cherchant son visage dans la lumière pâle. « Qui êtes-vous, vraiment ?» Il leva une main vers sa joue, son pouce traçant une ligne lente et douce le long de sa mâchoire. Ses yeux étaient sombres de quelque chose de contenu et de douloureux qui lui coupa le souffle. « Quelqu'un, » dit-il doucement, qui a voulu vous embrasser depuis le moment où vous êtes monté dans cette charrette sans une seule plainte. La distance entre eux s'était déjà réduite à presque rien. Mathilda sentit son cœur battre contre ses côtes, sentit la chaleur de son souffle contre ses lèvres, sentit chaque nerf de son corps tendre vers la proximité qu'elle s'était refusée depuis cette première tempête sous son manteau. L'air froid de la nuit ne se faisait plus sentir du tout, entièrement remplacé par la chaleur qui émanait de lui, par le son bas et instable de sa respiration, par le désir douloureux et patient dans ses yeux qui demandaient plutôt qu'il n'exigeait, et laissait le choix final entièrement, délibérément, entre ses mains. Leurs lèvres se rencontrèrent au clair de lune, douces d'abord, interrogatives, puis s'approfondissant en quelque chose de bien plus certain, un baiser lent et explorateur qui disait chaque mot non prononcé des semaines passées en un seul moment posé. Sa main glissa pour lui prendre la mâchoire. La sienne se leva pour se poser contre la chaleur solide de sa poitrine. Et pendant ce souffle suspendu, ni le mystère de sa vérité cachée, ni la moquerie de la salle de bal derrière eux n'avaient la moindre importance. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts reposant l'un contre l'autre, tous deux respirant de manière instable, la voix de Callum était rauque de retenue. « Quoi que vous appreniez de moi, dit-il, sachez que ceci, chaque instant, n'a jamais été un mensonge. » Mathilda ne comprenait pas encore ce qu'il voulait dire. Elle le comprendrait et en sentirait tout le poids avant la fin de cette même nuit. Ils retournèrent à la salle de bal juste assez longtemps pour récupérer leurs manteaux. Et c'est là, près du hall d'entrée, que la main gantée de Mathilda effleura une enveloppe posée sur une table d'appoint parmi les invitations et la correspondance de la soirée. Elle était mise de côté, évidemment, pour un invité qui ne l'avait pas encore réclamé. Elle reconnut l'écriture de Callum sur une note glissée en dessous. Et à côté, dans l'écriture formelle d'un clerc, une adresse qui lui coupa le souffle. Son Altesse, le duc Callum Robinson, de Thornwick Hall. Mathilda resta très immobile, l'enveloppe tremblant légèrement dans sa main, alors que la forme complète de chaque petit mystère des semaines passées, les serviteurs qui s'inclinaient, le magistrat déférent, le visage frappé du comte, l'argenterie fine et le violon encore plus fin,
s'arrangeait enfin en une seule vérité écrasante. Elle n'était pas mariée à un fermier. Elle était mariée à un duc. Le trajet en voiture jusqu'à la maison se passa en silence, plus lourd que n'importe quelle tempête. Mathilda était assise, l'enveloppe toujours serrée dans sa main gantée, regardant l'obscurité défiler. Pendant ce temps, Callum l'observait avec l'immobilité prudente d'un homme attendant un coup qu'il savait avoir mérité. À l'intérieur du cottage, elle se tourna enfin pour lui faire face, sa voix calme, mais inébranlable. « Dites-moi la vérité, toute la vérité. Je ne le demanderai pas une deuxième fois. » Callum ne détourna pas le regard. « Mon nom est Callum Robinson, dit-il. C'est mon prénom, bien que je n'ai pas utilisé mon titre depuis près de 2 ans. Je suis le duc de Thornwick. Je le suis depuis la mort de mon père, il y a 6 ans. » Les mots s'installèrent sur la petite pièce comme de la neige, silencieux et complet. « 2 ans ?» répéta Mathilda. « Vous vous êtes caché en tant qu'intendant pendant 2 ans? Pourquoi ?» Il se dirigea vers la fenêtre, le dos tourné, ses épaules portant une tension qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant. « Parce que chaque femme qui m'a regardé dans la société londonienne a vu un titre avant de voir un homme, dit-il. J'ai été courtisé par des débutantes qui récitaient mes revenus avant d'avoir appris mon prénom. J'ai vu des amitiés se former et se dissoudre, selon la direction que prenait ma fortune. J'en ai eu assez de ne jamais savoir si quelqu'un aimait Callum, ou seulement le duc. Il y a eu une femme, il y a 3 ans, continua Callum doucement, avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, que je croyais m'aimer entièrement. Je l'ai demandée en mariage. Elle a accepté avant même que j'aie fini ma phrase. Et le soir même, je l'ai entendu dire à sa sœur qu'elle avait obtenu la plus belle fortune de 3 comtés. Pas le meilleur mari, la plus belle fortune. J'ai rompu les fiançailles dans la semaine, et je n'ai plus fait confiance à un seul sourire qui m'était adressé dans une salle de bal de Londres pendant un long moment après. Mathilda ne dit rien, bien que quelque chose dans sa poitrine lui fit mal en silence à l'image de lui, plus jeune, encore capable d'être si clairement blessé par une femme qui n'avait jamais mérité sa confiance. Alors, vous vous êtes déguisé. Vous avez laissé toute une noce se moquer de vous. Vous avez laissé ma famille croire qu'elle me liait à un serviteur. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient croire, dit-il, se retournant enfin pour lui faire face. Ses yeux étaient sombres de quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Je n'ai jamais menti sur qui j'étais dans mon cœur, Mathilda. J'ai seulement menti sur le titre qui y était attaché. Ce n'est pas un petit mensonge, dit-elle, sa voix tremblant maintenant d'une colère qui l'a surpris elle-même. Vous m'avez laissé croire que j'avais épousé la pauvreté. Vous m'avez laissé vous plaindre, vous défendre, vous aimer, tout en sachant la vérité tout ce temps. Je vous ai vu pour la première fois devant la maison Belgrave, dit Callum doucement, réduisant la distance entre eux d'un seul pas, bien qu'il ne la prit pas dans ses bras. Près d'1 an avant que notre mariage ne soit arrangé. Vous étiez à genoux dans la boue à côté d'un enfant malade, lui donnant du bouillon de vos propres mains, pendant que votre famille dînait dans des assiettes en argent à moins d'1 mile de là, sans jamais demander où vous étiez passé. Je vous ai vu rentrer à pied sous la pluie sur 3 miles, plutôt que de déranger un serviteur pour la voiture. Je suis tombé amoureux de vous à ce moment-là, Mathilda, bien avant de savoir que les notaires de nos familles arrangeaient un mariage entre nous. La colère de Mathilda faiblit légèrement sous le poids de cette confession, bien qu'elle ne disparût pas entièrement. « Alors pourquoi me laisser épouser un mensonge ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ne pas simplement me le dire ?»« Parce que j'avais besoin de savoir, » dit Callum, sa voix rauque maintenant. « Si vous pouviez aimer l'homme avant d'apprendre à aimer le duc. J'ai passé toute ma vie à douter de chaque femme qui me souriait. Je ne pouvais pas risquer de douter de vous aussi. Pas alors que je savais déjà que vous étiez différente de toutes les autres. Vous auriez dû me faire confiance avec la vérité, » dit Mathilda, les larmes coulant enfin malgré tous ses efforts pour les retenir. « Passe me tester comme une expérience pour satisfaire vos propres peurs. » Elle se détourna de lui et quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre, son cœur un enchevêtrement de amour et de trahison qui refusait de se séparer en quelque chose qu'elle pouvait nommer clairement. Elle parcourut le couloir froid jusqu'à sa propre chambre, les bras serrés autour d'elle, rejouant chaque moment tendre des semaines passées contre la nouvelle connaissance aiguë de sa tromperie, incapable de décider à quel souvenir faire confiance. Le manteau offert sous la pluie, ou le silence qui l'avait laissé croire à un mensonge pendant tant de semaines. La duchesse douairière la trouva 1 heure plus tard, assise seule dans le petit jardin malgré le froid du soir.
le déguisement soigneusement entretenu de sa belle-mère en tant que Madame Ashby, la gouvernante, était maintenant entièrement et inutilement abandonné. « Puis-je m'asseoir » demanda la femme plus âgée, et elle s'installa à côté de Mathilda sans attendre de réponse. Sa posture se redressa pour retrouver le port naturellement royal qu'elle avait passé des semaines à cacher soigneusement. « Vous saviez » dit Mathilda. « Pendant tout ce temps, vous saviez, et vous m'avez laissé vous appeler gouvernante. »« En effet, » admit la duchesse, sans la moindre trace d'excuse dans sa voix. « Ce n'était pas ma vérité à révéler avant que mon fils ne soit prêt à l'offrir lui-même. Il aurait dû l'offrir avant que je ne tombe amoureuse de lui, » dit Mathilda, et les mots se brisèrent légèrement en sortant. « Peut-être, » concéda la duchesse. « Bien que je me demande, ma chère, si vous l'auriez cru plus facilement il y a un an que vous ne le croyez maintenant. Mon fils n'a pas caché son titre pour vous tromper. Il l'a caché parce que chaque âme à Londres lui avait déjà appris que les titres attirent les menteurs bien plus facilement que l'amour. Il souhaitait simplement, une fois dans sa vie, être certain de savoir lequel l'avait trouvé. » Mathilda ne dit rien, bien que la colère dans sa poitrine commençât, très lentement, à se relâcher. « Il a caché son titre, » dit doucement la duchesse douairière en se levant pour la laisser seule avec ses pensées. « Pas son cœur. Tout ce qu'il vous a montré dans ce cottage, les fleurs, le ruban réparé, le miel dans votre thé, avant même que vous ne le demandiez. Rien de tout cela n'avait besoin d'un titre pour être vrai. Demandez-vous honnêtement, Mathilda, si l'homme dont vous êtes tombée amoureuse ces dernières semaines a changé le moins du monde maintenant que vous connaissez son nom. » Elle laissa Mathilda seule avec la question, le jardin froid et le travail lent et douloureux de séparer la trahison de l'amour. Mathilda resta assise un long moment sous les branches nues, retournant les mots de la duchesse douairière, encore et encore, les testant contre chaque souvenir des semaines passées, comme on teste une pièce pour son vrai poids. Elle pensa au manteau posé sur ses épaules sous la pluie, offert avant même qu'elle n'ait demandé un abri. Elle pensa au miel mélangé dans son thé sans un seul mot échangé, le ruban déchiré réparé par des mains posées, la danse lente sous une seule bougie qui n'avait rien demandé d'autre que la proximité elle-même. Rien de tout cela, réalisa-t-elle lentement, n'avait nécessité un titre pour être vrai. Un duc souhaitant seulement s'assurer une épouse reconnaissante et éblouie se serait révélé à l'hôtel. Il ne se serait pas caché dans un cottage de 2 pièces avec une seule gouvernante pendant des semaines, réparant des rubans et apprenant les moindres détails de ses habitudes, comme si rien en elle ne pouvait être indigne de son attention. La trahison, comprit-elle, n'était pas qu'il l'ait aimée. C'était seulement qu'il avait attendu si longtemps pour lui faire confiance avec l'intégralité de lui-même. Et la confiance, contrairement à l'amour, pouvait encore être reconstruite avec du temps et assez d'honnêteté pour poser ses fondations correctement. Elle n'alla pas le voir cette nuit-là, mais elle laissa sa fenêtre déverrouillée. Une petite invitation tacite qu'elle n'était pas encore prête à exprimer à voix haute. Et elle dormit pour la première fois depuis le bal, sans la bague pressée, froide et accusatrice, contre sa paume. La nouvelle de la situation de Victor Holloway arriva peu après, portée par les mêmes courants rapides de rumeurs qui avaient autrefois transporté la nouvelle du mariage à la charrette de fermier dans tous les salons de Londres. La fortune bancaire de Victor. Il s'avéra dans des chuchotements prudents parmi les hommes qui comprenaient de telles affaires, n'était pas l'héritage solide que la société londonienne avait toujours supposé. Une série de mauvais investissements dissimulés derrière un réseau de plus en plus précaire de crédits empruntés avait laissé le nom Holloway sur une glace considérablement plus mince que quiconque, en dehors d'un petit cercle de notaires, ne le réalisait encore. Son seul espoir de solvabilité, disait-on discrètement, reposait sur l'obtention d'un investissement de l'une des rares grandes fortunes d'Angleterre, encore épargnée par les récentes turbulences économiques. Une fortune contrôlée, comme par hasard, entièrement par Son Altesse, le duc de Thornwick. Victor Holloway, sans le savoir encore, avait passé des mois à se moquer de l'homme même qui tenait maintenant tout son avenir dans une main calme et posée. Le banquet royal d'investissement rassembla les familles les plus riches de Londres sous un même toit pour célébrer les entreprises caritatives et commerciales de l'année à venir. De longues tables brillaient d'argenterie et de fruits de serre empilés en pyramides soignées. Et au-dessus des invités assemblés pendaient des bannières portant les blasons des plus anciennes maisons de banque d'Angleterre, chacune rivalisant discrètement avec ses voisines,
pour paraître plus permanente et plus riche. Victor Holloway arriva ce soir-là avec la confiance d'un homme qui croyait que ses problèmes allaient être discrètement résolus. Il avait arrangé par une correspondance prudente et détournée une introduction à l'investisseur mystérieux du Nord, dont la fortune était récemment devenue le sujet d'admiration feutrée parmi les financiers de Londres. Un homme connu seulement dans les cercles qui comptaient pour Victor comme le duc de Thornwick. Il ne savait pas encore que les deux noms appartenaient au même visage. Matilda arriva aux côtés de Callum ce soir-là, dans une robe de soie couleur vin profond, choisie enfin par une femme qui ne ressentait plus le besoin de se faire petite dans aucune pièce où elle entrait. Elle n'avait pas entièrement pardonné à son mari. La blessure de sa tromperie lui faisait encore mal quelque part sous les côtes. Mais elle avait fini par comprendre, lentement et douloureusement, que l'homme qui l'avait tenue sous la tempête, qui avait appris son thé avant qu'elle ne le demande, qui l'avait embrassée au clair de lune, comme si elle était la seule vérité dont il ait jamais eu besoin, n'avait jamais été un mensonge. Elle se tenait à ses côtés maintenant, non pas parce que sa colère avait disparu, mais parce que son amour s'était avéré plus fort qu'elle. Le chambellan royal entra dans la salle précisément au moment où les toasts de la soirée devaient commencer. Son bâton frappa le sol en marbre 3 fois, de la vieille manière formelle qui fit taire toutes les conversations dans la pièce. « Son Altesse !» annonça le chambellan, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la vaste salle. Le duc de Thornwick. Le silence qui suivit fut absolu. Victor se tourna, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres, et vit la profonde et formelle révérence du chambellan dirigée non pas vers lui-même, ni vers Lord Benedict, ni vers aucun des pairs assemblés qui avaient passé la soirée à chercher l'attention du mystérieux duc. La révérence était dirigée vers Callum. L'orchestre, en pleine note, s'arrêta en silence. Chaque noble dans la pièce se leva d'un seul homme. Une grande vague bruissante de soie et de laine, se penchant à l'unisson vers un homme qu'ils avaient passé des semaines à appeler dans des commérages de salons négligents le fermier qui a épousé la fille Kensington. Le verre de champagne de Lady Vivian lui glissa des doigts et se brisa contre le sol en marbre, le son aigu et petit dans le vaste silence retentissant de la salle. Elle vacilla, une main agrippant le dossier de sa chaise pour ne pas s'effondrer complètement. La canne de Lord Benedict tomba de sa main, son visage se vidant de toute couleur, alors que tout le poids de la révélation de la soirée s'abattait sur lui. Lady Violet resta figée, la bouche ouverte sur des mots qui n'arrivèrent jamais, fixant l'homme qu'elle avait moqué à chaque dîner, chaque garden party, chaque bal depuis le jour du mariage, maintenant révélé comme l'un des hommes les plus puissants de toute l'Angleterre. Le visage de Victor Holloway était devenu du gris pâle, d'un homme regardant son dernier espoir s'effondrer sous ses propres yeux. Il comprit en ce seul instant silencieux que le fermier qu'il avait insulté à son propre petit déjeuner de mariage contrôlait la fortune même qu'il était venu ce soir supplier. Autour de la salle, les chuchotements qui avaient poursuivi Callum depuis le bal de charité trouvèrent enfin leur réponse et se propagèrent en une vague de murmures étonnés. Des matrones qui avaient autrefois levé le nez sur le mariage du fermier échangeaient maintenant des regards de recalcul horrifiés, passant en revue à la hâte chaque mot méchant qu'elles avaient jamais prononcé sur le duc et la duchesse de Thornwick, dans la sécurité de leur propre salon. Plus d'une dame présente ce soir-là sentit une bouffée de honte lui monter à la gorge, se souvenant d'une remarque blessante qu'elle avait faite aux dépens de Matilda autour d'un thé, n'imaginant jamais que la femme discrète à la robe grise unie pourrait un jour se révéler être l'une des femmes les plus puissantes d'Angleterre. Le vieux comte de Hallomer, qui était devenu si pâle au bal de charité, s'autorisa maintenant un petit sourire satisfait, murmurant à son voisin qu'il avait reconnu la vieille chevalière de Thornwick dès qu'il l'avait vue, et qu'il avait su, bien avant tout le monde dans cette salle scintillante, qui ils avaient tous si négligemment moqué. « Votre Altesse », réussit enfin à dire Victor, traversant la pièce avec la hâte désespérée d'un homme qui se noie et cherche une corde. « J'espérais que nous pourrions discuter d'un arrangement concernant un investissement dans... »« Je suis au courant de votre situation, Lord Holloway, » dit Callum, sa voix calme, se propageant facilement à travers la salle silencieuse sans jamais s'élever au-dessus d'un ton de conversation. « J'ai examiné vos comptes avec beaucoup de soin. Je n'étendrai pas mon investissement. Votre Altesse, je vous supplie de reconsidérer. »« J'y ai mûrement réfléchi, » dit Callum, avec une finalité tranquille qui n'admettait aucune autre discussion. « Bonsoir, Lord Holloway. » Il se détourna de Victor sans un mot de plus et prit la main de Matilda,
l'attirant en avant pour se tenir à ses côtés, devant toute l'assemblée silencieuse. « Ma femme, dit-il, sa voix ferme et claire, résonnant d'une fierté qu'il ne fit aucun effort pour dissimuler. Son Altesse, la duchesse de Thornwick. Personne ne rit cette fois. Pas une seule voix dans cette vaste salle ne trouva quoi que ce soit à moquer chez la femme qui était autrefois montée sans hésitation dans une charrette de fermier boueuse, tandis que 200 aristocrates la huillaient. Callum porta sa main gantée à ses lèvres et baisa ses doigts lentement, délibérément, à la vue de toutes les âmes qui avaient autrefois ri de son mariage. Non pas, comprit Mathilda à ce moment-là, pour afficher son pouvoir, mais pour honorer publiquement et complètement la femme qui l'avait choisie, avant même de savoir ce que le choisir signifierait. Le silence dans la salle n'était pas seulement le silence du choc, c'était le silence particulier de toute une société, réalisant d'un seul coup à quel point ils avaient mal jugé l'homme et la femme qu'ils avaient passé des mois à moquer. Lord Benedict trouva sa fille au bord de la salle, qui se vidait, alors que la soirée touchait à sa fin difficile. Les invités murmuraient encore en groupe stupéfait, peu disposés à partir, avant d'avoir pleinement absorbé la portée de ce dont ils avaient été témoins. « Mathilda, dit-il, sa voix plus faible qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je t'ai fait du tort. Chaque jour de ta vie sous mon toit, je t'ai fait du tort. Et je n'ai pas eu le courage jusqu'à ce soir de le dire clairement. » Mathilda étudia le visage de son père, le même visage qui avait baissé les yeux de honte le matin de son mariage, qui ne l'avait jamais défendu contre la froide négligence de Viviane, ou la cruauté désinvolte de Violette. « Je vous pardonne, dit-elle, et découvrit à sa propre et silencieuse surprise qu'elle le pensait. Alors tu reviendras à la maison Belgrave, dit Lord Benedict, le soulagement éclairant déjà ses yeux fatigués. Nous pourrions restaurer la position de la famille maintenant que... Non, dit Mathilda doucement, mais avec une finalité qui ne laissait aucune place à la négociation. Je vous pardonne, père. Je n'oublierai pas ce que cette famille a fait de mon enfance. La maison Belgrave n'est pas ma maison, et elle ne l'a pas été depuis très longtemps. C'est à Thornwick Hall que j'appartiens maintenant. Elle laissa son père seul dans la salle qui se vidait et ne se retourna pas. Derrière elle, la grande salle continuait son lent travail de vidage. Des serviteurs éteignaient déjà les bougies le long des murs du fond. Les derniers groupes d'invités stupéfaits prenaient leurs manteaux et murmuraient entre eux sur tout ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Quelque part près de la porte, Lady Viviane se tenait pâle et silencieuse, sa langue acérée, pour une fois entièrement sans un seul mot à offrir. Tandis que Lady Violet s'agrippait au bras de Victor, cherchant dans son visage un réconfort qu'il n'avait plus les moyens de lui donner. Mathilda ne ressentit aucun triomphe en les laissant derrière elle, seulement un soulagement calme et posé. Le genre qui vient quand un poids longtemps porté est enfin déposé pour de bon. Les semaines qui suivirent le banquet royal d'investissement défirent les fortunes des Kensington et des Holloway, avec l'efficacité rapide et impitoyable de la société londonienne, découvrant un scandale trop délicieux pour être ignoré. La fraude financière de Victor Holloway fut entièrement révélée en un mois, exposée par des notaires qui n'avaient plus aucune raison de protéger un homme dont le crédit s'était enfin, publiquement, effondré. Il s'avéra, dans les mêmes voies feutrées de salon qui avaient autrefois moqué la charrette boueuse de Callum, que Victor avait épousé Violette pour la promesse du nom Kensington et de ce qui restait de sa fortune déclinante, jamais par amour pour la femme elle-même. Il n'y avait plus de fortune à trouver. Le double mariage que Lord Benedict avait arrangé pour sauver la maison Belgrave n'avait, au final, rien sauvé du tout. La maison Belgrave elle-même, ses dettes finalement réclamées par des créanciers qui avaient perdu toute patience, passa des mains de la famille en moins d'un an. Lady Violet, qui avait passé une saison à se moquer de la pauvreté de sa sœur, se retrouva considérablement plus pauvre que la femme qu'elle avait ridiculisée, et considérablement plus seule. Lady Viviane, dont la langue acérée avait autrefois commandé chaque pièce où elle entrait, ne trouva plus personne disposé à tolérer sa cruauté une fois que le grand mariage de sa fille s'était effondré. Lord Benedict écrivit une dernière fois à Mathilda une lettre humble et sans exigence, demandant seulement son pardon continu plutôt que son retour. Elle répondit avec gentillesse, bien qu'elle ne visitât plus la maison Belgrave. Certaines portes, avait-elle appris, devaient rester fermées doucement plutôt que d'être claquées. Dès la maison Belgrave elle-même, seul le nom perdura, passant finalement aux mains d'une famille de marchands qui restaura sa maçonnerie en ruine,
mais ne remplit jamais tout à fait ces couloirs de la chaleur que Mathilda avait passé toute son enfance à chercher en vain. Elle y pensait parfois dans des moments calmes à Thornwick, non pas avec nostalgie, mais avec la tristesse lointaine et posée que l'on ressent pour un endroit qui aurait pu être un foyer et ne l'a tout simplement jamais été. Callum vint la voir un soir dans la chaleur tranquille du salon privé de Thornwick Hall. Il n'était plus déguisé en quoi que ce soit d'autre que ce qu'il était exactement. Un duc et un mari debout devant la femme qu'il aimait, sans plus rien à cacher. « Je vous dois une dernière excuse, » dit-il, prenant ses deux mains dans les siennes. Non pas en tant que duc cherchant à apaiser de vieilles blessures avec de belles paroles, mais en tant que votre mari, demandant votre pardon simplement. Vous avez déjà expliqué vos raisons, dit doucement Mathilda. Les raisons ne sont pas la même chose que les excuses, dit Callum. Je suis désolé, Mathilda, non pas de vous avoir aimé en secret, mais de vous avoir fait douter, même pour une seule nuit, que cet amour ait jamais été réel. Mathilda étudia son visage à la lueur du feu. La même dignité tranquille qu'elle avait d'abord entrevue sur les marches de la maison Belgrave, inchangée par aucun titre, aucune fortune, aucun manteau de soie qui avait remplacé sa laine brune usée. « M'auriez-vous aimé ?» demanda-t-elle doucement. « Si j'étais resté pauvre pour toujours ?» Si la maison Belgrave ne vous avait jamais appelé duc, si la société ne s'était jamais inclinée, si j'étais resté rien de plus que la fille oubliée que personne ne voulait. Je vous ai aimé avant même que vous ne montiez dans cette charrette, répondit Callum, sa voix basse et totalement certaine. J'ai simplement prié chaque jour après cela que vous choisissiez un jour de vous asseoir à mes côtés. Quand même, sachant tout ce que vous savez maintenant. Elle pensa, en ce moment calme, à chaque version d'elle-même qui l'avait menée ici. La jeune fille à genoux dans la boue devant Ashford Green, inaperçue de sa propre famille. La mariée montant dans la charrette d'un étranger tandis que 200 voix riaient. L'épouse allongée, éveillée avec une bague volée pressée froidement contre sa paume, incertaine si son cœur avait été gagné honnêtement ou simplement déjoué. Chacune de ces femmes, réalisa-t-elle, l'avait menée sans cesse vers ce feu exact, cet homme exact, cette certitude tranquille, qui s'installait maintenant dans sa poitrine comme la dernière pièce d'un puzzle enfin mise en place. Quelque chose dans la poitrine de Mathilda, une dernière petite partie gardée de son cœur, relâcha enfin la distance prudente qu'elle avait maintenue depuis la nuit du bal. Elle s'avança vers lui, posant son front contre le sien, respirant sa chaleur, sentant le rythme régulier de son cœur sous sa paume. « Je l'ai déjà fait, » murmura-t-elle. « Je vous ai choisi dans la boue, Callum, bien avant de savoir ce qui se cachait en dessous. » Il l'embrassa alors, lentement et avec certitude. Un baiser qui ne contenait aucune de la douleur contenue de leur premier moment volé sur la terrasse éclairée par la lune, mais plutôt la certitude posée et tranquille de deux personnes qui s'étaient choisies pleinement, avec toutes les vérités enfin mises à nu entre elles. Cette nuit-là, dans la grande salle de Thornwick Hall, ils dansèrent seuls. Aucun public ne s'était rassemblé pour les regarder. Aucun chambellan n'annonça leur titre. Aucun aristocrate ne chuchota derrière des mains gantées, se demandant lequel d'entre eux méritait plus de pitié ou plus de mépris. Il n'y avait que le crépitement silencieux du feu, les douces notes d'une mélodie que Callum fredonnait bas contre son oreille, et la proximité chaude et posée de deux personnes qui avaient enfin cessé de se cacher quoi que ce soit. « Vous souvenez-vous » murmura Mathilda contre son épaule. « Comment le monde entier a ri le jour de notre mariage. »« Je me souviens, » dit Callum, « que vous étiez la seule à ne pas l'avoir fait. » Elle sourit contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur sous sa joue, la chaleur du feu dans son dos, la certitude tranquille d'un foyer enfin, vraiment le sien. Quoique les années leur réservent encore, pensa-t-elle, ils y feraient face exactement comme ils avaient fait face à ce matin de mariage boueux et moqueur. Ensemble, sans se presser, et entièrement sans honte. Mathilde garda le vieux châle à la lavande de sa mère, toujours soigneusement emballé parmi ses plus belles affaires, quand elle quitta la maison Belgrave pour la dernière fois. Et elle prit l'habitude de le porter parfois les soirs tranquilles à Thornwick, enroulé autour de ses épaules, pendant qu'elle s'asseyait près du feu de la nurserie dans les années qui suivirent. Une fois qu'il y eut de petites voix dans les couloirs de Thornwick Hall qui l'appelaient simplement « maman » et ne pensèrent jamais à demander à quoi devait ressembler le port d'une duchesse. Elle raconta à ses enfants, quand ils furent assez grands pour le comprendre, l'histoire de la charrette de fermier et du mariage dont tout Londres était venu se moquer. Elle leur parla de la boue,
des rires et de la dignité tranquille dans les yeux d'un étranger qui l'avait convaincu, contre tout instinct raisonnable, de monter à ses côtés plutôt que de fuir. Elle leur parla aussi du cottage, avec son violon caché et sa gouvernante élégante, et d'un majordome qui avait failli ruiner tout le déguisement pour un simple lapsus. Ses enfants riaient toujours le plus fort à cette partie, bien que ce fût, pensa Mathilda en regardant le sourire de Callum en réponse de l'autre côté du feu de la nursery, très probablement sa partie préférée de l'histoire aussi. Dans les années qui suivirent, l'histoire de la mariée à la charrette de fermier devint tout autre chose dans la mémoire de Londres. Ce n'était plus une blague racontée au dîner, pour se moquer du malheur d'une fille oubliée, mais un conte répété avec quelque chose de plus proche de l'émerveillement, sur la duchesse discrète qui avait choisi la gentillesse plutôt que le ridicule, et le duc qui avait choisi l'amour plutôt que le titre. La vieille charrette de fermier elle-même ne fut jamais vendue, ni démolie pour la ferraille, comme une chose si usée et humble l'aurait normalement été. Callum la fit restaurer à la place. Son bois fut poli et ses roues réparées, et il la garda dans la plus belle écurie de Thornwick Hall, à côté de carrosses qui avaient coûté 100 fois sa valeur. Mathilda continua son travail discret, parmi les villageois de Thornwick, maintenant avec toutes les ressources d'un duché derrière elle, plutôt qu'un panier porté en secret avant l'aube. Elle construisit une petite infirmerie près de l'église, dotée d'un médecin qu'elle avait elle-même aidé à choisir, et enseigna à ses premières infirmières beaucoup des mêmes remèdes que la vieille Madame Fenwick lui avait autrefois enseignés à Ashford Green. Elle n'oublia jamais les familles qui lui avaient montré plus de gentillesse dans un seul village que sa propre maisonnée n'en avait réussi en 20 ans. Et elle s'assura, pour le reste de sa vie, qu'aucun enfant à portée de Thornwick Hall ne manque jamais d'une leçon, d'un repas ou d'une main douce lorsque la maladie les frappait. Lady Violet, avec le temps, lui écrivit une courte lettre humble, admettant ce que le silence de la salle de bal lui avait déjà clairement fait comprendre cette terrible nuit, qu'elle avait confondu la cruauté avec l'intelligence et le titre avec l'amour, et qu'elle avait plus perdu en poursuivant le second qu'elle n'avait jamais gagné en se moquant du premier. Mathilda répondit gentiment, bien que les deux sœurs ne se rapprochassent plus jamais. Certaines blessures, avait-elle fini par comprendre, guérissaient mieux en étant simplement laissées à se refermer d'elles-mêmes, sans le poids supplémentaire de prétendre qu'elles n'avaient jamais été faites. Chaque année, à l'anniversaire de leur mariage, Callum et Mathilda franchissaient ensemble les grilles de Thornwick Hall dans cette même charrette usée, son bois brillant maintenant au lieu d'être boueux, tandis que les villageois qui en étaient venus à aimer leur discrète duchesse se rassemblaient le long de l'allée pour l'acclamer plutôt que pour rire. Callum le gardait, lui dit-il une fois, comme un rappel que le plus grand trésor qu'il ait jamais trouvé dans sa vie n'avait pas été caché sous un titre, mais avait été assis à côté de lui, tout ce temps sur un siège en bois usé dans la boue, refusant de le laisser affronter seul la cruauté du monde. Les plus beaux titres, comme le dit le vieil adage, portaient souvent les manteaux les plus humbles, et le véritable amour, Mathilda l'avait appris, était celui qui voyait le cœur bien avant de remarquer la couronne. Longtemps après que l'histoire du mariage à la charrette de fermier se fut estompée des commérages de Londres pour devenir une légende plus douce racontée par les nourrices aux enfants s'endormant, la charrette elle-même resta à sa place d'honneur à Thornwick Hall. Ses roues polies, son bois brillant, attendant chaque année l'anniversaire qui la ferait passer une fois de plus par les grilles. Un petit rappel usé que les plus grandes fortunes du monde n'avaient jamais été la chose qui valait la peine d'être gardée. Si l'histoire de Mathilda vous a touché, mettez un j'aime avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'être sous-estimé ne signifie pas être sans valeur. Laissez un commentaire pour nous encourager et notez cette histoire honnêtement. Dites-moi ce que vous avez aimé et ce que je peux améliorer la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.